niveau. Faire doucement. Ah, il y a une yigérek. Faites doucement. Hein? Issa. Ah, Issa. Issa, fais doucement. Yigé, c'est bon. C'est bon. Très bien. Hein? Inch'Allah. C'est bon. Vous savez, tu bien, non? Voilà, Nyamagogo. Ah, Nyamagogo. C'est bon. Très bien. C'est sûr. Eh, où est Fatmata? Fatmata, elle est où? Fatmata Diawara. Oui. Où est Fatmata Diawara? Hein? Je peux? Non, ça va, merci. Merci. Lolo, Lolo, toi tu aimes le rien. Alors, vous mangez comme ça. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est sûr? Très bien. Allez, bon appétit. Où est Fatmata Diawara? Fatmata Diawara, Foulay. Aïe, Foulay. Ah! Hey, c'est elle qui pleurait tout de suite, n'est-ce pas? C'est pas elle? Qui? Celle-là. C'est elle, non? Oui. Toi? Monsieur, elle n'était pas malade. Oui, c'est sûr. Elle avait fait tout simplement. C'est sûr. Alors.
Vous allez bien? Bien le son. No, never. Never give up. Stay cheerful. Cormac, Calvin. là, c'est le grand guide, M. Diallo, accompagné du directeur, M. Sinibé, M. Anne. On continue sur les propositions, climatiseur ou bien ventilo ou bien quelque chose de naturel. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Les neiges, c'est les arbres. Voilà, à partir de cette plantation, nous allons encore planter aujourd'hui des acquis. Les acquis, c'est quoi? On est là pour échanger. Vous avez fait ce que les autres n'ont pas eu l'occasion de faire. Sortir de chez soi, aller découvrir son département, la géographie de proximité. Nous vous en félicitons au nom du bureau du patrimoine. C'est votre grand frère, c'est votre ami, M. Diallo, plus connu sous le nom de Abou. Mais on m'appelle Abdoulaye Diallo. Je suis de Diawara. En 1889, quand le commandant de cercle, celui qui était là, le patron, quand il a envoyé des gens à Diawara aller faire des collectes pour payer l'impôt, il y avait 1179 personnes à Diawara. En 1889, à Diawara, on avait une population de 1179 personnes qui devraient payer l'impôt au commandant de poste. Comment on a su avoir ces données-là? C'est grâce à l'histoire. L'histoire, c'est une science qui nous permet de pouvoir remonter notre passé, étudier, voir comment vivaient les autres avant notre naissance. Et nous aussi, nous serons objets d'études demain, dans un futur proche, au-delà de 200 ans. Des gens viendront pour dire, aujourd'hui c'est quel jour? Samedi le 4 mars 2023, nous avons marché pour aller dans l'enceinte du fort. Et là, quand le 4 mars revient dans l'histoire du Sénégal, quelque part Diawara en fera partie. Parce que vous avez marché pour aller à la recherche de à la découverte du patrimoine. Ce qu'on voit, c'est ça qu'on appelle le patrimoine. Ça a été mis en place par rapport à un objectif bien déterminé. Le patrimoine a son histoire, mais aussi a ses événements. Souvent, ces événements qui vont être très douloureux, beaux à être racontés. En regardant ce joyau, vous allez penser à quoi? Ça a été construit en quelle année? Vous le connaissez très bien. Ça a été construit en quelle année? 1900? 1960, très bien, c'est une belle proposition. Oui. Oui. Je l'ai 1960. Donc pour construire ce fort, on l'appelle le fort. Mais avant de devenir fort, hier, le gouverneur qui était à Saint-Louis, qu'on appelait le gouverneur Zamal, c'est lui qui avait envoyé une mission. L'objectif de la mission, c'était de chercher un emplacement propice pour la France. Mais l'objectif, ce n'était pas de partir à Bakel. Remonter le fleuve, aller voir quelque part où nous aurons l'occasion de pouvoir nous implanter. Nous renforcer sur le plan militaire, mais aussi s'ouvrir sur le plan économique. Aller à la recherche des biens. Quand la mission a été envoyée, cette mission, elle est baptisée la mission du haut fleuve. Dans le bateau, il y avait M. Essé et M. Dupont qui devraient être les commandants de bord. En remontant le fleuve, ils sont arrivés dans cette partie appelée le Haut-Sénégal. Ils ont vu que vraiment Bakel c'était bien. Toutes les conditions étaient réunies pour s'implanter. Il y avait la végétation, il y avait des animaux, on pouvait s'alimenter. Vraiment, le cadre était vraiment attrayant. Ils se sont installés. Ils ont implanté leur drapeau, ils ont mis en place une première garnison. Ils sont remontés à Saint-Louis en faisant leur rapport de voyage pour dire au gouverneur Zamal, nous avons vu dans un endroit, vraiment, nous avons implanté notre drapeau.
si nous avons la chance d'avoir cette partie, ça va vraiment régler votre affaire pour remonter le Soudan. Pour que le Soudan puisse être français, c'est-à-dire la partie du Mali. Il va envoyer une deuxième mission qui va venir pour voir ce que les premiers ont dit. C'est la mission de confirmation. Donc la première mission, elle est venue en 1920. La deuxième mission va venir maintenant en 1921. En venant, ils vont confirmer ce que la première mission a dit. Et en faisant un rapport, ils vont dire au gouverneur Zamal, le cadre que nous avons vu, c'est beau à voir, mais économiquement aussi, ça nous permet de pouvoir dominer une partie de la rive droite, qu'on appelle le Guidi Mah, la partie mauritanienne. Ils vont commencer maintenant à entreprendre les travaux. C'était une garnison, 20 sur 15, avec leur tour de contrôle au milieu, accompagné de 4 tours. Et ils étaient là pour contrôler la rive droite, mais contrôler aussi Bakel. Mais pour s'implanter à Bakel, ce n'était pas important, ce n'était pas facile. Parce qu'ils ont trouvé ici une population autochtone, qui était des Noirs comme nous. Le premier peuplement venait de Belédougou, un endroit appelé le Sokolo, dans la vallée Niger. Quand ils sont venus dans ce premier peuplement, il y avait ce qu'on appelle les Bakili. Bakili, avec K. Quand ils sont venus, ils se sont installés en allant vers Tiabou. Là où on a la Saïd, ils sont installés dans cette partie. Mais quand ils sont installés, ils ont trouvé que dans la partie sud de Bakel, il y avait un autre peuplement qui était là présent. C'était les Malinké et les Poulfadoubé. Ils maîtrisaient très bien l'histoire du serpent. Souvent même, les enfants jouaient avec des serpents. C'était des as au teint noir, mais avec des yeux trop rouges. Aujourd'hui, on les appelle les Fadoubé, on les retrouve dans le Gabon. Quand les bâtiments sont venus, ils ont mené une guerre pour pouvoir s'imposer. Les Toucouleurs n'ont pas voulu collaborer avec eux. Finalement, ils sont partis dans les faire le Bal et les faire le Bundu. Mais les Malinké ont décidé de rester. Quand ils ont décidé de rester, le Tunka, Silman Kassam, les a installés dans cette partie qu'on appelle montagne centrale. Là où votre directeur habite. On l'appelle montagne centrale, mais administrativement, on l'appelle le quartier Liberté Fédérale. Pourquoi le quartier Liberté Fédérale? Quand Cheikh Omar Fouti est venu pour s'attaquer à ce fort, ces Malinké qui étaient là, c'était la main forte qui ont soutenu le fort. Pour avoir quoi? La nationalité française. Il est là, peut-être il a la nationalité française que Fédérale avait donnée aux autres, les Malinké. Après, vous allez lui demander. Eux, ils vont collaborer. Maintenant, ce quartier sera appelé le quartier Liberté Fédérale. Parce que c'était le quartier qui servait de main forte pour le fort. Parce que Cheikh Omar Fouti aussi avait mené une guerre sainte. Quand il est venu, il va s'implanter à Bakel. Mais sur la grotte, après la grotte Cheikh Omar Fouti. En s'implantant, il va préparer son plan de guerre. Mais à l'époque aussi, on avait son fils Ahmadou qui ne pouvait pas s'entendre avec notre résistant local, Mamoud Lamine Dramé. Mamoud Lamine Dramé, lui, qu'est-ce qu'il cherchait? Au même titre que les autres, il voulait se combattre, il voulait combattre pour un seul groupe ethnique, pour les Soninké seulement. Restaurer les vraies valeurs des Soninké. Voilà ce que Mamoud Lamine Dramé cherchait. Lui, il est né à Belédougou, au Mali, mais il voulait pour vraiment que ici à Bakel, les Soninké puissent retrouver leur dignité. Pourquoi? Parce qu'on a une tour qui est dans la partie sud là-bas, sur la montagne Diabé Guidé. C'est un tour de contrôle, une tour de contrôle, qui voulait aussi s'imposer contre ce qui était dans la partie de Moudinkane. Quand on dit Moudinkane, c'était un village à l'époque. Au XIe siècle, on avait 3 villages à Bakel. Le village de Girimpalé, qui se trouve dans la partie sud, les Fadoubé, les Peul Malinké, qui étaient dans cette partie, le village de Ndiaïga, occupé par les Ndiaye, qui venait du Djolof, et le village de Moudinkane, qui était le fief des marabouts. Et le fief des marabouts dérangeait beaucoup au fort. Ils ont envoyé ici le commandant Zimmerman. Quand il est venu, il s'est déplacé à dos de cheval pour aller à Moudinkane. On lui a lancé un jet de pierre. Il est venu, il a fait un rapport
en informant le gouverneur pour dire je me suis promené à dos de cheval, les Modinkanenko m'ont jeté des pierres. C'était le 5 janvier 1875. Le 15 janvier, le franc reprend le même geste en faisant une promenade. Lui, c'est des jeunes jures. Ils viennent, des coups de pierre. Vous prenez une pierre, vous lancez à une personne. Des injures. Le 15 janvier, le 25 janvier, tout le village de Modingane a été canonné. À cause de quoi? Des injures et des jets de pierre. Ils ont massacré la population soninké qui était là. Du côté français, il y a 64 blessés, 95 morts. Mais du côté sunnique, il fallait pas faire un bilan. Il fallait tuer, il fallait massacrer. Vous voyez, pour cette première phase, qu'est-ce qu'on vient de retenir avant qu'on ne continue? Il ne s'agit pas seulement de continuer, mais on fait une petite pause. En résumé, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qu'on n'a pas retenu? On dit parce que c'est une visite pédagogique qui nous permet de pouvoir marcher, aller vers des découvertes, mais aussi avoir des acquis en termes de connaissances. Ce qu'on va oublier maintenant, ça va nous servir. Quand on oublie une partie, ce qui reste, c'est la culture. C'est la culture générale. En termes de culture générale, qu'est-ce qu'on a retenu? On va continuer les grands travaux à partir de 1854, quand Saint-Louis a entendu que Cheikh Oumar doit traverser le Gadiaga. On va amener Federbe qui va entreprendre ces grands travaux. Quand Federbe est venu, c'est à cause de Federbe qu'on a eu tous ces travaux-là. On a eu des parties qu'on a perdues. En rentrant, on avait le parc au bœuf. Parce que le fort aussi avait son parc pour pouvoir s'alimenter. Chaque matin, on prenait des bœufs qu'on égorgeait pour pouvoir alimenter la garnison. Là, cette partie, c'était réservé aux sous-officiers. Le commandant de poste était en haut. Le centre secondaire maintenant, c'était là derrière. Aujourd'hui, c'est la prison de Bakel, appelée la MAC. Vous avez devant ces trous-là, on les appelle les trous créneleux. Des noirs comme moi, comme vous, étaient là en garde. Le premier contingent, c'est de 6 h du matin à 14 h. Deuxième contingent, de 14 h à 22 h. Troisième contingent, de 22 h à 6 h du matin. Et vous aurez l'occasion d'occuper ces coups là. Voilà la position. On n'a pas droit à dire qu'on est fatigué. C'est bon? Ces canons ont été utilisés avec le Souleymane de Mamoulami Drami. Quand ils ont canonné le village de Modinkane, ça a été une source de révolte. En revenant de la Mecque, il va aller chez lui, au Mali, pour chercher une force et revenir s'attaquer au fort. Et ces canons ont été utilisés pour quelque part. Tout ce qui est en face de cette partie, il fallait les canonner. Mais les Wolofs qui étaient là au devant de la scène ont demandé au commandant, si vous attaquez à Modinkane, le village de Djaïga est là. Nous, on est avec le fort. C'était une force motrice qui accompagnait, qui soutenait le fort. Parce que quand les Wolofs sont venus, eux, ils sont passés par le Toumka pour s'installer dans cette partie. Les Bachili, c'est eux qui étaient les maîtres des terres. Mais si on veut s'installer quelque part, il faut aller jusqu'à Tiabou, voir le Toumka et tout touriste à pouvoir s'installer dans la partie de Bakel. Voilà pourquoi on dit que les Bachili sont les maîtres des terres. Maintenant, au-delà de ces maîtres des terres, maintenant, nous avons des chefs de village. Bakel a son chef de village, c'est les Ndiaye. Mais avant les Ndiaye, il y avait le marabout qui avait quitté Koumba, qui est venu à Bakel. C'était les familles djibouti. Eux, ils n'étaient pas intéressés par la chefferie. Ce qui les intéressait, c'était le Coran. Les Safo, les Drami. Eux, ils ont dit vraiment, ils ne sont pas intéressés par la chefferie. Finalement, on a demandé aux Ndiaganko de prendre cette relève. Voilà comment ils sont devenus des chefs. Après avoir perdu la bataille dans le Djolof, ils étaient venus pour s'armer auprès de nos marabouts ici. Finalement, ils sont restés sur place. Une partie de ces Ndiaye sont partis à
Moudéri. Dans la famille des Ndiaye, il y avait 2 jumeaux. L'autre était identique à une personne, mais le deuxième, le second, avait une malformation. Il ne sortait pas de la chambre. Un jour, un étranger est venu. Il voyait chaque fois qu'une femme venait, prenait un repas, qu'il servait quelqu'un qui était dans une chambre, qu'on ne voyait pas dehors. Par curiosité, quand la femme est partie, quand elle a vu l'autre jumeau, ensuite il a dit à sa maman, vraiment je ne peux plus rester sur terre, il me faut descendre dans les eaux. Parce qu'une femme m'a vu aujourd'hui dans cette position que je n'aime pas. En pleine nuit, de l'autre côté vers la famille Dramé, entre chez les Yaya Lemé, le jumeau a été accompagné par sa maman, ils sont descendus. C'est une partie qu'on appelle caillou. Un forgeron ou bien un bijoutier qui se lave dans cette partie, vous n'allez pas remonter. Vous allez vous noyer. Elle est interdite par rapport, l'accès interdit aux bijoutiers, aux forgerons. Et aux courriers aussi. Parce que les sacrifices se faisaient dans cette partie. Parce que la femme qui était venue, son mari était bijoutier. Sa belle-mère, cordonnière. Et là, c'est devenu maintenant un tabou. Et c'est une partie qui n'est même pas fréquentée par les Bakélois. Mais souvent, quand on se lave, c'est dans cette partie. Mais le génie du fleuve aussi a sa place. Partout. À Dakar, à Gorée, à Saint-Louis. Bakel aussi a son histoire par rapport à ça. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est par rapport à quoi? C'est le patrimoine. L'histoire du fort est là. Il m'avait demandé maintenant le premier traité de Bakel, qui avait servi en tant qu'intérimaire. Il s'appelait Koudi Diop. Mais c'était un intérimaire qui a servi pendant 4 mois. Ensuite, il a été relevé. On a demandé à Lefranc, qui avait envoyé Pinet pour venir assurer l'intérim. Parce qu'il fallait voir maintenant comment donner aux Sénégalais la propre administration à partir des cercles. Parce que le cercle de Bakel aussi a été en combinaison avec le cercle de Kidra. Parce que dans Kidra, on avait le poste de Sénégal qui contrôlait l'accès vers la Gambie. Pour contrôler aussi la Falémie. C'est bon. Voir ce qui se passe. Parce que les prix étaient contrôlés par le commandant de poste, mais les rapports étaient fixés par les directeurs d'école. C'est le directeur d'école qui venait le matin pour dire aujourd'hui le kilo de mil c'est à combien. Il écrit le kilo de riz, la viande, tout c'est ensuite à 17h, il va présenter le rapport au commandant de poste. Et le premier directeur d'école, c'était Fakou Diouf. Mais les premières études sont nées dans l'ensemble du pavillon. Ceux qui faisaient les cours du soir, on les appelait les cours des adultes. On les formait pour qu'on puisse les prendre, les envoyer dans les villages, aller faire les collectes des impôts. Donc, première étape, le fort de Faderbe. Deuxième étape, nous allons aller dans le village de Girimpalé. Ça nous permettra de découvrir la tour de Séné, le cimetière français, l'aumônerie militaire. Nous allons traverser le pont Faidherbe qui a été construit en 1886. C'est bon. C'est bon. On reste en groupe.
on est dans l'enceinte du pavillon René Caillé. En général, parmi tous les visiteurs qui m'appellent au téléphone pour dire je veux visiter les sites à Bakel, sur l'instant, les 99 ont choisi. Mais en général, s'ils viennent, ils sont dessus par rapport à l'état du lieu. Aujourd'hui, c'est à nos communes de nous accompagner pour réhabiliter à l'état. Quand même, c'est les plaidoyers à notre niveau. Vous aussi, votre passage, ça va nous renforcer. Quand on a mis en place le fort, le commandant avait demandé, à partir de Bakel, les Français ont pu remonter vers le Soudan. Le Soudan est devenu français. Mais les Français, ils ne voulaient pas garder leurs malades. Ceux qui sont malades, ils ne voulaient pas les garder dans le Soudan. Ils ne voulaient pas aussi enterrer leurs morts dans le Soudan. Il fallait chercher un endroit qu'on appelle un sanatorium, c'est-à-dire une clinique pour les malades. Et à partir de 1879, ce bâtiment a été construit en guise de sanatorium. Vous comprenez? Donc c'est une clinique. À l'époque, pour aller à Tombouctou, l'accès était interdit aux chrétiens. René Caillé, qu'est-ce qu'il a fait? À partir de Saldé dans le Matam, il en a profité pour apprendre le Coran. Quand il a appris le Coran, il a appris aussi à parler la langue arabe. Il s'est déguisé comme étant un érudit égyptien pour pouvoir remonter le Soudan français. C'est va-et-vient entre Bakel et Saldé. Il est tombé malade. Il a été hospitalisé ici pendant des jours. À cause de la malaria, ensuite il a pu continuer son chemin vers le Soudan. À partir du Soudan, il va aller à Tombouctou. Arrivé à Tombouctou, les gens pensaient que c'est un grand érudit arabe qui était là. Il manipulait très bien la langue arabe. À l'époque, la Société géographique de la France avait dit tout explorateur qui aurait la chance d'aller à Tombouctou et de ressortir de Tombouctou sain et chauffe aurait un montant de 1000 francs. C'est un prix. C'était quelque chose, 1000 francs. Quand René Caillé est arrivé à Tombouctou, il est descendu par le Maroc pour aller vers la France. La Société géographique de la France a pris les 1000 francs, ils l'ont octroyé à René Caillé. Puisqu'en permanence, il séjournait ici, ils ont demandé au commandant de poste que le sanatorium soit baptisé le pavillon René Caillé. Quand vous partez à Saint-Louis, il y a un hôtel. Si vous passez là-bas la nuit, vous payez 60 000 francs pour une chambre. Pourquoi? Parce qu'il y avait un explorateur qui avait passé la nuit dans cette chambre-là. Saint-Esprit, dans vol de nuit. J'ai proposé à la commune que ici soit baptisé hôtel du Haut-Fleuve. Réhabilité, comme ça les gens viendront pour passer la nuit ici. Mais en 89, sur le plan militaire, on disait qui gagne en hauteur, gagne sur l'ennemi. Les événements de 89, qui sont nés dans la partie de Diawara, finalement, l'armée sénégalaise était là pour contrôler l'avancée de l'ennemi du côté de la Mauritanie. Il n'avait pas besoin de jumelles, il n'avait pas besoin de dermépie. À l'œil nu, on voyait l'avancée de l'ennemi. Ce qui permettait souvent aux Sénégalais de faire du mal de l'autre côté. Et à ce moment, la Mauritanie n'osait pas avancer. Parce que de loin, ils voyaient que vraiment, les Sénégalais étaient en surplomb sur eux. Voilà quelque part l'histoire. En 97 maintenant, ça a été érigé en centre de lecture. Mais à l'époque, les gens ne connaissaient pas l'importance de la lecture. Les livres ont été dérobés. Le matériel qui était là, ça a été dérobé. Maintenant, ce qui nous reste, c'est le bâtiment en ruine. Et si on perd ce bâtiment, c'est toute une histoire qui se perd dans le département de Bakel. À Gorée, ça a été mis en valeur. À Saint-Louis, ça a été mis en valeur. En Casamance, dans le Sédhiou.
Mais dans votre département, le patrimoine que vous avez, qui vous permettent de pouvoir quelque part conjuguer votre histoire, aujourd'hui, ce patrimoine est laissé à lui-même, en ruine, au même titre que les autres. Et à partir de là, nous allons passer vers la tour Joris, qui était la tour télégraphique, pour aller dans le quartier de Guinée-Palais. Vous allez voir, cette tour-là, elle a disparu. C'était la tour télégraphique, qui a été mise en place en 1887 pour envoyer les nouvelles en Guinée, et l'autre, les autres dépêches vers Saldé. Mais la tour là, elle est tombée. Ce qui nous reste maintenant, c'est la forme seulement. L'histoire est là. Et le bureau que la mairie m'a donné est appelé le bureau du patrimoine. Mais c'est un bureau ambulant. J'ai les photos, les archives chez moi. Je me promène avec quelques acquis. Troisième étape, la tour Joris. Quatrième étape, le village de Green. Palais. C'est bon? C'est bon? Hein? Cette partie, c'était la tour qui servait de contrôle, de transmission des messages, le dispositif de la communication. Tout était installé ici. Pour envoyer des nouvelles vers la Guinée, le dispositif était là. Pour communiquer avec Matam aussi, le dispositif était là. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, les gens ont parti dans les villages pour recruter la main-d'œuvre pour participer à la construction. Quand on partait dans le Goy annexé, eux, ils étaient payés à 1,33 francs. Rémunération. Mais le Goy indépendant, eux, ils étaient payés à 1,83 francs. Où se trouvait le Goy indépendant? Le Goy indépendant, c'est le Tiabou, Diawara, Manayel. Le Goy annexé, c'était cette partie de Koumeli. Dans la partie de Diawara, on les appelle les Goy indépendants. Pourquoi? Parce que eux, ils avaient ce qu'on appelle le protectorat du fort. C'est-à-dire le commandant soutenait cette partie à cause de Tiabou. Mais cette partie, c'était la zone dominée. Eux, vraiment, ils n'étaient pas bien rémunérés. On avait aussi cette injustice qu'on pouvait se faire sortir en termes d'études dans cette partie. Donc la tour Joris, elle est là, la tour de transmission. Aujourd'hui, pour les transmissions, nous avons nos portables. Mais en 1887, pour communiquer, la France avait gardé ici son dispositif. Vous voyez, la tour elle est tombée, on a tout perdu, ce qui reste les reliques. Et si on ne fait pas attention, cette partie risque de donner la chance à l'autre. Qu'on voit de l'autre côté en jaune, on l'appelle la tour décennée. Et partout où le blanc s'est installé, c'est en hauteur. Continuez, c'est le cimetière chrétien. Qu'est-ce que tu vas dire? Et nous rendons grâce à Dieu, lui qui nous a donné l'opportunité encore d'être là aujourd'hui. Là où on terminait, nous avons la chance d'avoir à notre côté notre doyen, qu'on appelle doyen Diarra, qu'on présente plus mais aussi au Sénégal. Si nous avons aimé l'histoire et nous avons osé entreprendre le travail de guide,
c'est grâce à leur orientation. Ils nous ont accompagnés, ils nous ont formés, ils nous ont capacités. Et en général, quand on est jeune et on voit les choses à nos côtés, on n'a pas peur de nous exprimer. Parce qu'en les regardant dans les yeux, on comprend ce qu'on doit dire, ce qu'on ne doit pas développer. Et dans cette partie, c'est le village des Crétins Wolof. Mais aussi, c'est le premier quartier économique parce qu'on avait ici beaucoup de maisons de commerce. Mais pour pouvoir mettre en place ces maisons de commerce, il fallait d'abord passer par le Tunka. Une convention a été signée par le Tunka entre le commandant de poste et le Tunka. C'était la convention du 6 avril 1854 qui avait permis au poste, c'est-à-dire le commandant, d'acheter une partie de Grimpalais pour pouvoir construire, qui servait de monnaie militaire. Ils ont signé un autre traité, le traité du 28 août 1854, qui a permis au commandant de poste à la France de pouvoir acheter le village de Grimpalais et les versants des collines. Et en 1854, le 29 août 1854, Grimpalais est devenu une possession française à hauteur de 15 francs. En payant le quartier, en payant le village, la tour de Séné a été construite. La tour, le cimetière français, le module militaire qui a abrité la première école élémentaire de la région en 1902. Et souvent on dit ce qui s'est fait pour vous, sans vous se fait sans doute contre vous. Mais ce qu'on est en train de faire, ça ne se fait pas à l'encontre du doyen, mais ça nous permet à doyen quelque part de pouvoir nous accompagner. Doyen Diarra, il est où sans doute contre vous, Dieu a fait que vous êtes là. Nous avons terminé la première phase, Dieu fait bien les choses. Nous donnons à César ce qui lui appartient, doyen. Bon, rien ne m'appartient. Voilà. Mais je prendrai quand même ce que vous me tendez. Voilà. Voilà. Il a parlé du fort Ferrer. Vous l'avez visité et vous avez certainement remarqué qu'on a mis 1818. Ça signifie que sa construction a commencé en 1818 et ça s'est terminé 35-36 ans après, en 1854 avec Ferrer. Le colon est très stratégique. Il se place dans des endroits stratégiques. Si vous remarquez la position de la préfecture, c'est en hauteur, ça fait face à l'est, séparé de notre pays par le fleuve Sénégal. Donc à partir de cet endroit stratégique, on surplombe tout ce qui vient de l'est. Ce n'est pas suffisant pour se fortifier. Ils ont pensé construire cette tour ici, qu'on appelle la tour du Mont aux Singes, ou la tour des Sénés. Tour du Mont aux Singes parce que les singes passaient par là pour aller s'abreuver. Et vous avez vu, il y a des trous qui sont là, qu'on appelle des meurtrières. Elles permettaient, et elles permettent jusqu'à présent, à ceux qui sont à l'intérieur d'être protégés et de tuer tout ce qui vient de l'extérieur. Cette tour du sud est là et donc elle sécurise pour tout danger qui vient du sud. Il y a la tour du nord sur la colline Diabé-Guidé. Hein? Vous n'avez pas été là-bas? Voilà, on l'appelle la tour aux pigeons. Alors, elle porte un autre nom, c'est la tour Brie. La tour Brie, B-R-I-E. Alors, cette tour-là est au nord aussi. Elle, comme ici, elle a des meurtrières à partir desquelles les soldats plaçaient leurs armes pour se défendre. Et maintenant, vous avez visité la tour Joris qui est tombée. C'est la tour stratégique, c'est la tour télégraphique. Parce que c'est à partir de là-bas que les colons faisaient toutes leurs communications. Voilà donc les principales tours. Et il y a le pavillon René Caillé que vous avez visité certainement. Voilà, René Caillé, c'est un explorateur, vous êtes des enseignants, vous avez dû
apprendre que il a été jusqu'à Tombouctou et il s'est transformé en arabe avec la tenue. Et il a appris l'arabe et même le Coran pour pouvoir se fondre dans la masse. Alors, il est passé par là. Bon, la tour date de 1887. 1800 non, pas Joris, le pavillon. Le pavillon 79. Alors que René Caillé est né un an avant 1800. C'est-à-dire donc en 1799. Puisqu'il était de parents pauvres dans la Gironde, du côté de Bordeaux, parce qu'à l'époque, il y a certaines choses qu'on ne dit pas, ses parents étaient dans des difficultés. Et donc ne pouvaient pas permettre à leur enfant de faire de l'exploration. Mais puisqu'il était téméraire, il était très engagé. Il a donc fait le tour avec des gens qui étaient nantis. Et c'est ainsi qu'il est venu au Sénégal et il a continué. Donc il est passé par Bakel, à 2 reprises je crois. À 3 reprises, il a fait des séjours à Bakel. C'est ce qui vaut peut-être... oui. Le pavillon René Caillé. Voilà, pour marquer son passage, permettre aux enfants de visiter des sites. C'est très important parce que ça marque un peu ce qu'ils peuvent avoir comme choix dans le futur. Nous avons fait le camp Sadasiré Timera. On a peut-être expliqué qui est Sadasiré Timera. Sadasiré Timera, c'est le dernier temps. Il est de Yafera. C'est son fils qui est l'actuel chef de village. Donc c'est pas pour rien qu'on a donné le nom à ce camp militaire. Il y a eu des colonels, on vous l'a dit, de Bakel. Ils sont nombreux. Il y a d'autres, certains qui sont en activité encore. Mais ça peut pousser les jeunes, garçons et filles, à emprunter ce chemin-là. Parce que pour l'armée, il y a des femmes qui sont... Les gens, les écoles ne bougent pas pour voir ce qui se passe, ce qu'elles ont ici sur place. Voilà, on vous encourage. Et... 4 mars 2023. La sortie pédagogique nous a permis, nous les enfants de Diawara, de découvrir la tour Desséné, la tour Joris, le pavillon René Caillé, le cimetière français, le fort de Fédère, l'ancien village de Grimpalais. Cette sortie nous a mis en contact, grâce à Doyen Diara, le camp militaire, Sadasiré Timera, le pavillon de René, la caserne des sapeurs-pompiers, à nous jeunesse, de faire maintenant le choix dans nos carrières, pour devenir 3 points de suspension. L'orientation maintenant dépend de vous. Les élèves, écoutez bien. Aujourd'hui, nous avons passé une très bonne journée. Une journée riche en découvertes. Pratiquement, beaucoup d'élèves n'avaient pas eu la chance de venir à Bakel. Plus particulièrement, de visiter des bâtiments administratifs comme le camp. Et ce n'est pas les élèves seulement, même nous enseignants. Moi qui ai fait 8 ans, j'ai fait 8 ans ici, dans le département de Bakel, mais je n'ai jamais eu la chance de visiter ces lieux. C'est aujourd'hui que j'ai la chance. Donc je dis, au nom de l'équipe pédagogique, au nom de la cellule de Diawara 1, à M. Diallo et à M. Diara, un grand merci.
un merci pour l'accompagnement, pour les explications, pour l'éclaircissement aussi, à notre endroit et à l'endroit des élèves. Les élèves ensemble, nous disons un grand merci. Au doyen Diarra. Et à Monsieur Diallo. Merci. Par rapport à la journée d'aujourd'hui, qui a été riche en enseignement. Moi qui suis de Bakel, pratiquement aujourd'hui, il y a des notions, des dates, des événements que je n'avais jamais connus auparavant. Donc c'est tout de suite pour vous dire que combien cette initiative que nous avions en œuvre est tellement aussi, nous remercions M. Diallo et le doyen Diarra, qui est pour moi faire le grand maître Diallo, qui nous a permis d'accompagner un grand historien, je dirais. Aujourd'hui, il constitue l'âme de Bakel en tant que tel, parce que, comme disait Alain Foucault, celui qui efface une partie de la page de l'histoire d'un peuple, qui en réalité c'est réduire ce peuple à néant. Quels que soient ces événements font partie de notre histoire. Ces lieux que nous avons visités font partie de notre patrimoine historique. C'est très bien de venir découvrir, de comprendre ce qui s'est passé hier, pour comprendre le présent. Enfin, comme on a l'habitude de dire, l'histoire, c'est étudier le passé, comprendre le présent, pour mieux préparer l'avenir. Et on espère, à travers ces explications, à travers ce que vous avez vu aujourd'hui comme enseignement, cela ne fait que éclaircir davantage les enseignements pratiques que vous avez déjà fait en classe, ou bien que vous allez faire l'année prochaine pour les EPC en classe. Donc, nous pouvons vous remercier et au nom du directeur, au nom du peuple de Diawara, de toute la population de Diawara, merci. Un grand merci à vous et de la même manière à toute la population. C'est le bureau du secrétaire. Tout ce qui est courrier, qui nous vient des écoles. Quand un directeur envoie une citation pour dire, pour la composition, tant d'élèves ont eu la main, tant d'élèves sont passés, il y a eu un enseignant qui a été affecté. Toutes les correspondances qui viennent des écoles, c'est lui qui reçoit. Quand il reçoit, il va enregistrer et amener ça dans le bureau de l'inspecteur. L'étage, il va exploiter et faire retourner le courrier vers le secrétaire. Maintenant, le secrétaire va donner à chaque bureau sa correspondance. Là, c'est le bureau des ressources humaines. Quand une école a besoin d'enseignants, un collège ou un centre de formation, c'est ici. Quand les enseignants vont être affectés, tous les papiers, c'est ici. Pour les avancements, voilà, tout se répète dans ce bureau. C'est le bureau des ressources humaines. Là, c'est le bureau genre administration communication. C'est eux qui sont chargés de la communication de l'IEF s'il y a des événements, ou bien s'il y a des rencontres, ou si l'IEF a quelque chose à dire au personnel. Pour l'alphabétisation maintenant, nous avons des correspondants avec lui qui apprennent le Wolof, le Soninké, le Bambara. Donc lui, c'est ce bureau aussi qui gère. Après le bureau, BFM, voilà, c'est eux qui gèrent les documents. Quand l'élève remplit son document, ça vient ici avec l'extrait de naissance, ils vont vérifier, ensuite enregistrer, envoyer au bureau des examens. Pour donner le SOP, le BFM, c'est eux qui donnent les diplômes. Là, c'est le bureau pédagogique, les inspecteurs. C'est eux qui accompagnent l'inspecteur dans son travail. Voilà. Là, c'est le bureau de l'EG. Le EG, c'est lui qui est là, qui remplace l'inspecteur quand l'inspecteur est absent. Le secrétaire général. Qui passe par là.
Les collèges maintenant, eux, ils ont ce qu'on appelle les cartes de corrigé, des centres de formation. C'est les gars qui donnent ça en 10 d'Afrique aux écoles pour les faire fonctionner. C'est de l'argent. Ça serait à partir d'ici. S'il y a le CEP, l'entrée en 6e ou le BFM, qui s'organisent. Ou bien si l'office du bac organise le bac, les gens qui iront pour la surveillance. Une rencontre avec son personnel. C'est le bureau de la planification. Après les rapports maintenant, c'est lui qui traite pour voir. Cette année, il y a un calendrier ont été exclus, les écoles qui ont été construites, ce qui a été mis en place en termes de réhabilitation. Voilà, tout ce qui a été réalisé par les écoles. Là, les droits qui ont été réalisés par les écoles. Là, voilà. Voilà, c'est mon bureau. Donc vous avez la chance, le comptable matériel là. Si c'est signé, là, c'est le bureau des ressources humaines. C'est eux qui gèrent le personnel. Si une école a besoin d'enseignants, quand quelqu'un vole ou bien fera des biens d'autrui, après le jugement, on l'amène. Mais avant que ça ne soit maison d'arrêt, c'était le centre secondaire des sous-officiers. Quand ils descendent dans la permission, il y a une porte qui est là, ils descendent, ils viennent. Ensuite, puisque le Sénégal n'a pas construit des prisons, là ça a été construit. Quel est le sentiment que vous avez par rapport à cette ville? Est-ce que vous êtes content? La prochaine fois, vous voulez faire quel? Nous allons